Les règles ont changé. Posséder de l'attiéké peut valoir la prison. Dabou n'est pas né dans le bruit des voitures. Il est né dans le silence d'un village poussiéreux, là où les maisons respirent la fatigue. Son père, Kevin, cultivait la terre, pas par passion, par nécessité. Chaque jour ressemblait au précédent. Levé avant l'aube, machette sur l'épaule, pieds nus dans la boue. Kevin croyait à une chose simple. Si je travaille dur, mon fils mangera. Mais la terre ne récompense pas toujours les honnêtes. Un après-midi, sous un soleil trop fort, Kevin s'écroule. Pas de cris, pas d'aide, juste la chaleur, le souffle coupé et la terre. Quand on ramène le corps, Dabou a 3 ans. Il ne pleure pas, il ne comprend pas. Il regarde juste sa mère perdue. Ce jour-là, la pauvreté ne frappe pas à la porte. Elle s'installe. Quand un père meurt pauvre, l'enfant hérite du combat. Karine, sa mère, refuse de s'effondrer. Elle pleure la nuit. Elle travaille le jour. Elle vend au marché. Un peu d'attiéké, un peu de poisson. Mais faire le travail du père et de la mère lui engendrait beaucoup de fatigue. Dabou la regarde. Elle sourit, mais ses yeux sont déjà ailleurs. Elle calcule chaque pièce, chaque repas. Elle lui répète: Travaille bien à l'école, tu ne finiras pas comme nous. Il demanda à sa mère pourquoi elle a dit ça. Elle l'a laissé sans réponse. Mais le destin est cruel avec ceux qui essaient. Un matin, à l'aube, Karine traverse la route. Un camion qui roulait, trop vite, trop lourd. Le camion était trop chargé pour freiner à temps. Le bruit est sec, définitif. Dabou a 5 ans. Quand on lui annonce la mort, il attend. Il attend qu'elle rentre, avec son panier. Elle ne rentrera jamais. La vie venait de lui enlever la seule personne qu'il aimait. La maison se vide. Les voisins ferment les portes. Les factures s'accumulent. L'électricité s'éteint. L'eau aussi. Dabou dort seul. Il a peur du noir. Mais personne ne vient. Il apprend la faim, la vraie, celle qui fait mal au ventre et à l'âme. Un jour, il sort, puis un autre. La rue commence à lui parler. À 10 ans, il mendie. À 12 ans, il vole. Pas par plaisir, pour survivre. Il comprend une vérité violente. Être gentil ne nourrit pas. La rue venait de devenir sa mère. La rue enseigne vite et mal. Dabou voit des enfants battus, des dealers respectés, des policiers qui ferment les yeux sur ce qui se passe. Il observe, il apprend, il se tait. À 15 ans, il n'a plus d'innocence. Il a une mémoire et une colère. Il ne rêve plus, il planifie. Il ne veut pas être riche, il veut être intouchable. Et à 17 ans, une opportunité dangereuse se présente. Dans ce monde, l'attiéké n'est plus un simple aliment. Il est devenu une drogue nationale, interdite par le gouvernement après qu'une crise sociale et sanitaire ait éclaté. La population est dépendante. Les rues grouillent de consommateurs, de dealers et de policiers corrompus. Les règles ont changé. Posséder de l'attiéké peut valoir la prison, voire pire. Le marché noir est armé et brutal, contrôlé par des gangs violents qui n'hésitent pas à tuer pour protéger leur territoire. Les transactions se font la nuit, souvent dans des entrepôts abandonnés, des parkings sombres ou des ruelles étroites. Dabou commence petit. Il transporte de petites quantités, livré sous le regard méfiant des hommes armés. Il apprend vite. Un faux pas, un mot de travers et la mort est immédiate. Une nuit, lors d'une transaction, une dispute éclate. Un client ou un rival n'accepte pas le prix. Les armes sortent. Un coup de feu retentit. Un homme tombe. Dabou comprend alors la réalité de ce trafic. Ce n'est pas seulement illégal, ce n'est pas seulement dangereux. C'est un jeu de vie ou de mort, où chaque transaction peut être la dernière. Mais il continue. Il a rien à perdre. Sa faim, sa colère et son passé brûlant alimentent son courage et sa rage. Dans cette nuit, tandis qu'il regarde le corps tomber dans l'ombre, il réalise. La rue l'avait formé. Le trafic le transforme. Il n'est plus l'enfant de 5 ans qui dormait dans le noir. Il devient quelqu'un que le monde doit craindre. Dabou avait survécu à la rue, à la faim, à la violence et à la perte. À 20 ans, il n'était plus l'enfant fragile de la misère. Il était devenu un stratège, froid et calculateur. Il commença à économiser chaque centime gagné dans le trafic d'attiéké. Chaque livraison réussie, chaque transaction risquée renforçait son réseau et son autorité. Mais il savait que pour vraiment régner, il ne pouvait plus être seul. Il devait créer un gang, un groupe loyal qui agirait selon ses règles. Il observa ses rivaux. Les erreurs des autres lui servaient de leçon. Les trahisons et les fusillades lui montraient comment protéger ses routes et ses cargaisons. Avec ses économies, Dabou commença à recruter les plus féroces des enfants de la rue, ceux qui avaient survécu comme lui. Des hommes intelligents, capables de calculer les risques, des fidèles qui respectaient la loyauté plus que l'argent. Il mit en place des règles strictes, jamais d'impulsivité dans les deals, protection maximale des points de livraison, loyauté totale envers lui et lui seul. Peu à peu, son gang devenait respecté et craint. Il sécurisait les routes, éliminait les rivaux, récupérait les cargaisons volées. Chaque membre savait que la vie pouvait s'arrêter en un instant, mais que Dabou était un chef qui protégeait ceux qui lui étaient fidèles. Et l'argent arriva, rapidement. À 25 ans, il gagnait en un mois ce que son père n'aurait jamais vu en 50 ans. Des billets tachés de sang, certes, mais qui lui donnaient un pouvoir qu'il n'aurait jamais imaginé enfant. Pourtant, l'argent n'effaçait pas les cauchemars. Chaque nuit, Dabou dormait peu, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, les mains sur son arme. Il savait que le moindre faux pas pouvait signifier la fin de tout ce qu'il avait construit. Mais il était prêt à tout pour devenir le roi de l'attiéké interdit. L'argent le protège, mais attire des ennemis que même la rue ne lui avait jamais montrés. À 26 ans, Dabou avait compris une vérité brutale. L'argent sale attire plus de danger que tout le reste. Chaque billet qu'il empilait dans les entrepôts, chaque sac d'attiéké qu'il livrait de nuit était une menace. Il savait que, tôt ou tard, tout pouvait s'effondrer. Alors il observa le monde des riches, les réunions feutrées, les entreprises florissantes, les contrats signés avec des sourires et des poignées de main. Il regarda, étudia, apprit. Dabou ne se précipita pas. Il commença modestement, avec des cafés, des restaurants, des petites entreprises de transport. Rien qui attire l'attention. Tout était calculé.
Chaque pièce d'argent sale qui passait par ses entreprises devenait invisible, comme s'il n'avait jamais existé. La journée, Dabou était un homme d'affaires discret, costume sobre, regard posé, sourire rare. La nuit, il redevenait l'ombre de la rue. Armes, deals sous tension, course-poursuite et parfois fusillade. Deux vies, deux mondes, un seul homme. Ces hommes le respectaient, parfois le craignaient, mais lui-même savait que le moindre faux pas pouvait tout détruire. Il souriait aux journalistes en événements publics, se croyant intouchable, mais l'ombre de son passé le suivait, et celle des rivaux aussi. Il ne savait pas encore que cette fierté serait le début de sa chute. Et tandis qu'il s'installait dans son bureau luxueux, un verre de whisky à la main, il sentit pour la première fois que l'argent n'achetait pas la sécurité, ni la paix. Dabou avait appris à blanchir l'argent, mais il n'avait pas encore appris à blanchir son nom du danger qui grandissait autour de lui. Au plus bas de sa paix intérieure, qu'il reçoit une invitation, une soirée, un événement fermé, investisseurs, famille puissante, élites économiques. Dabou hésite, puis accepte. Il ne sait pas encore que ce soir-là, il ne rencontrera pas un ennemi, mais la seule personne capable de faire tomber son empire sans tirer un seul coup de feu. Il pensait que le danger venait des armes. Il ignorait que le vrai danger allait lui sourire, lui tendre la main et s'appeler Irela. La soirée avait lieu dans un lieu fermé, luxueux, surveillé. Pas de musique trop forte, pas de rires inutiles. Ici, on ne venait pas pour s'amuser, on venait pour se positionner. Des investisseurs, des héritiers, des familles puissantes, des gens propres avec des mains parfois très sales. Dabou arrive seul, costume sombre, aucune montre voyante, regard froid. Il ne parle presque pas, il observe, il analyse qui regarde trop, qui parle trop, qui écoute trop. Et puis elle entre. Irela, 27 ans, démarche assurée, silhouette généreuse mais élégante, pas provocante, sûre d'elle sans arrogance. Les hommes se retournent, Dabou aussi. Une seconde, pas plus. Quelqu'un les présente. Dabou, entrepreneur. Irela, investissement énergétique. Il serre sa main, fermement, sans sourire. Elle parle, il répond peu, des phrases courtes, un ton calme mais distant. Il est volontairement froid, pas parce qu'elle ne lui plaît pas, mais parce qu'elle lui plaît trop. Irela le sent, elle n'insiste pas, elle observe. Leurs échanges sont tendus, intelligents, mesurés. Parfois un silence s'installe, et dans ce silence il se passe trop de choses. Les semaines suivantes, ils se croisent à d'autres événements, jamais par hasard, toujours brièvement. Parfois Dabou est presque humain, parfois il redevient glacial. Un soir elle lui dit, tu parles comme quelqu'un qui a tout vu, mais qui ne veut plus rien ressentir. Il ne répond pas, c'est là que le combat commence. Elle veut comprendre, lui veut contrôler. Elle voit l'homme, lui ne montre que le pouvoir, un regard qui dure trop longtemps. Puis une disparition de plusieurs semaines, un message non répondu, puis une rencontre imprévue où la tension est électrique. Dabou refuse de faire le premier pas, parce que c'est elle qui est attirée en premier, parce que son orgueil lui interdit de montrer une faiblesse. Il se répète, l'amour rend imprudent, mais chaque nuit, il pense à elle, et chaque nuit, il s'en veut. Irela finit par croire qu'il ne l'aime pas, qu'elle n'est qu'un jeu, qu'elle perd son temps, alors elle s'éloigne. Dabou ne la retient pas, sa plus grande erreur. Il pensait que l'ignorer le protégerait, il ignorait que c'était le début de sa perte, parce que pendant qu'il faisait la guerre au monde, il était en train de perdre la seule femme qui voyait encore l'enfant qu'il était. Fais un pas de plus. Il comprend que ce n'est pas un jeu, il recule, il sort. Irela, dans un monde où la tiéké est devenue une drogue nationale, la prison n'était pas une possibilité, c'était une étape. Dabou le savait, il avait trop grandi, trop vite, trop fort. À 29 ans, son réseau contrôlait plusieurs zones. Des convois nocturnes, des entrepôts cachés, des hommes armés qui ne posaient pas de questions. Mais ce que Dabou avait oublié, c'est qu'on ne grandit jamais seul. Quelqu'un avait parlé, un transport intercepté, une dénonciation anonyme. Un matin, à 5h12, la porte explose. Pas de cris, pas de fuite. Dabou lève les mains calmement, regard droit. Il savait, la prison n'avait rien de spectaculaire. Pas comme dans les films. Ici, ça sentait la sueur, la peur et le regret. Dabou perd tout, ses costumes, ses voitures, son statut. Il devient juste un numéro. Les premiers jours, il parle peu, il observe. Comme dans la rue, comme avant. Mais ici, l'observation ne suffit pas. Un soir, 3 détenus l'encerclent. Ils ont entendu son nom. Ils veulent tester la légende. Il ne fuit pas, il ne supplie pas. Il frappe le premier. Violent, rapide, silencieux. Ce soir-là, Dabou comprend une chose. J'ai survécu à la rue, je survivrai ici aussi. Les mois passent. En prison, on ne dort pas vraiment. On ressasse, il revoit sa mère morte sur la route, l'enfant qu'il était, dans le noir, l'homme qu'il est devenu. Et pour la première fois, il doute. Pas de son intelligence, pas de sa force, de son orgueil. Il comprend que son empire n'était pas invincible, que ses hommes n'étaient loyaux que tant que l'argent coulait. Certains l'ont abandonné, d'autres l'ont oublié. Il pensait avoir tout perdu en prison. Il ignorait que c'est là qu'il avait appris à perdre son cœur. Dabou faisait semblant de ne pas s'intéresser à elle. Pas parce qu'elle ne comptait pas, mais parce qu'il refusait d'aimer. Irela, elle, avait cru comprendre le message. Après leur rencontre dans cette cérémonie fermée, là où se croisent d'investisseurs, héritiers, hommes de pouvoir, Irela avait attendu un message, un signe. Un geste, mais Dabou, rien. Il la croisait parfois, toujours calme, toujours distant. Jamais un regard de trop, jamais un mot de trop. Elle s'est alors convaincue d'une chose douloureuse. Il ne m'aime pas, je n'étais qu'un visage de plus. Et c'est là qu'elle s'est laissée approcher par un autre homme, un homme présent. Insistant, toujours là quand Dabou, lui, disparaissait. Elle souriait, elle riait, elle faisait semblant. Mais à chaque instant, elle pensait à Dabou, à son silence, à son regard lourd.
à ce qu'il cachait. Avec cet homme, elle n'était pas maltraitée, mais elle n'était pas heureuse. Elle jouait un rôle, celui de la femme comblée. Mais la nuit, quand tout se taisait, c'est le nom de Dabou qui revenait dans sa tête. Elle essayait d'oublier, elle n'y arrivait pas. Un soir, les choses vont trop loin. L'ambiance change, l'homme devient plus pressant. Irela hésite, son cœur n'y est pas. Elle recule, il insiste. Elle lui dit qu'elle n'est pas prête, qu'elle veut rentrer. Il refuse, il bloque le passage, il la saisit. Irela panique. À cet instant précis, son téléphone sonne. L'homme lui dit, ne décroche pas, mais le nom qui s'affiche la fige. Elle décroche, la voix de sa mère tremble. Ma fille, Dabou est en prison. Irela ne comprend pas. Comment ça, en prison? Sa mère explique. Une arrestation, un piège, une trahison. Tout le monde l'a lâché. Quelqu'un nous a appelés. Ils ont dit que si quelqu'un peut l'aider, c'est toi. Irela s'effondre. Ses jambes lâchent. Son cœur explose. L'homme profite de sa faiblesse. Il avance encore. Irela ouvre son sac. Une arme. Silence total. T'as pris ça où? Elle le regarde, les larmes aux yeux, mais la voix ferme. Dabou, et si tu fais un pas de plus? Il comprend que ce n'est pas un jeu. Il recule. Il sort. Irela reste seule, le téléphone toujours à la main, l'arme posée à côté. Elle pleure. Elle comprend enfin une chose. Pendant qu'elle essayait d'oublier Dabou, lui se faisait détruire seul. Irela pensait avoir perdu Dabou par désintérêt. La prison sentait le métal, la sueur et l'oubli. Dabou était assis sur un banc froid, menotté, le regard vide. L'homme qui avait contrôlé des quartiers entiers, celui qui faisait trembler des convois armés, réduit à un numéro. Il pensait que tout était fini. Un matin, sans explication, un gardien l'appelle. Dabou, lève-toi. Il croit à un interrogatoire ou à un transfert, mais on le conduit ailleurs. Un bureau, des papiers, un silence étrange. Puis une phrase tombe. Ta caution a été payée. Tu sors. Dabou relève la tête. Par qui? Le gardien hésite, puis répond. Une femme. Son cœur rate un battement. La porte de la prison s'ouvre lentement, la lumière l'aveugle. Et là, debout, immobile, droite, calme malgré la tempête intérieure, Irela. Il se regarde, longtemps. Aucun mot. Dabou comprend alors une vérité brutale. Pendant qu'il faisait semblant d'être fort, quelqu'un l'aimait vraiment. Dans la voiture, le silence est lourd. Dabou finit par parler. T'aurais pas dû faire ça. Irela ne crie pas. Elle ne se justifie pas. Elle répond simplement. Tu allais disparaître. Il serre les poings. Il refuse d'être redevable. Il refuse d'être sauvé. Ils se séparent sans promesse. Mais dehors, le monde n'attend pas. Ses anciens alliés l'ont trahi. Ses circuits sont brûlés. Ses comptes gelés. Plus de convois. Plus de luxe visible. Plus de sécurité. Il dort dans des lieux inconnus. Change de téléphone chaque nuit. Vie armée même pour boire de l'eau. Ce n'est plus la police qui le hante, ni les rivaux. C'est l'idée de perdre Irela. L'appel qu'il n'osait pas faire. Une nuit, dans une planque glaciale, sans garde, sans bruit. Dabou craque. Il regarde son téléphone. Irela, sa main tremble. L'homme qui a survécu aux fusillades, aux embuscades, à la rue, a peur d'un appel. Il appelle. Elle répond. Pas de reproche, juste... Je savais que tu finirais par appeler. Irela accepte de l'aider, mais elle pose une condition, pas négociable. Tu arrêtes tout, pas demain, pas après une dernière livraison. Maintenant, au début, c'est la guerre. Dabou doute, s'énerve, disparaît. Elle ne voit pas le trafiquant, elle voit l'enfant qui a dormi dans le noir. Irela utilise ce qu'elle est, son nom, ses réseaux, l'héritage de sa famille pétrolière. Elle ferme des portes, en ouvre d'autres. L'empire de Dabou ne s'effondre pas dans le sang. Il s'éteint lentement. Des hommes fuient, d'autres tombent. Certains le maudissent. Les voitures disparaissent. Le yacht est vendu. Le jet n'existe plus. Dabou reste en vie. Mais la nuit, il se réveille en sueur. Les visages reviennent, les cris, le sang. Irela est là, silencieuse, présente. Ce n'est pas un conte de fées. Ils apprennent à se connaître sans l'argent, sans les gardes, sans la peur. Dabou découvre quelque chose de nouveau. Être aimé sans être craint. Après la chute, il n'y a pas eu de miracle immédiat. Il y a eu le silence. Dabou ne savait plus comment vivre sans peur, sans armes, sans homme derrière lui. Il se réveillait encore comme un fugitif. Regardait les fenêtres, écoutait les bruits. Mais Irela était là, pas comme une sauveuse, mais comme un guide. Elle ne lui parlait pas d'argent. Elle lui parlait de discipline, de patience, de vision. Elle lui montrait ce que lui n'avait jamais appris. Comment penser sur le long terme, comment bâtir sans écraser, comment diriger sans terroriser. Petit à petit, Dabou change. Il apprend à écouter, à réfléchir avant d'agir, à parler sans crier. Il apprend à devenir un homme, pas un chef de guerre. Irela ne l'empêche pas de rêver grand. Elle lui apprend comment rêver juste. Elle lui montre les investissements propres, les structures légales, les entreprises qui durent. Dabou comprend vite. Il a toujours été intelligent. Il n'avait juste jamais eu de modèle. Il recommence à gagner de l'argent. Mais cette fois, sans sang, sans fuite, sans peur. Il redevient riche. Mais personne n'en parle. Pas de réseau, pas de rumeurs. Une richesse calme, invisible, solide. Leur relation avance. Ils se disputent parfois, mais ils parlent. Ils se blessent parfois, mais ils réparent. Dabou n'a plus besoin de dominer. Irela n'a plus besoin de sauver. Ils marchent côte à côte. Et la vie qui continue. Un jour, la maison change. Des rires d'enfants,
Des pas rapides, des nuits courtes. Ils deviennent parents. Dabou regarde ses enfants dormir et il pense à lui, à l'enfant qui dormait dans le noir, sans eau, sans mère, sans père. Il jure une chose en silence, plus jamais ça. Ils vivent dans une grande maison, pas un palais, pas une forteresse, une maison pleine de vie, sans gardes armés, sans sirènes, sans peur. Le soir, Dabou s'assoit parfois dehors. Il regarde le ciel, il sourit. Dabou a connu la faim, il a connu la rue, il a connu la puissance et il a connu la chute. Mais c'est l'amour qui lui a appris à rester debout.